Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce IR légal. Alors, petite question, petit sondage pour s'échauffer. Donc, à votre avis, dans votre pratique professionnelle, est-ce que vous utilisez des systèmes d'IA? Donc, vous avez un sondage qui va apparaître sur votre écran. Donc, c'est anonyme. Vous répondez ou vous ne répondez pas, c'est pas obligatoire. Alors, on voit que une majorité d'entre vous estime utiliser les systèmes d'IA dans le cadre de son activité. Alors, ceux qui disent non, peut-être ont-ils raison, peut-être utilisent-ils les systèmes d'IA sans s'en rendre compte. Alors, quand on parle de systèmes d'intelligence artificielle, donc c'est un sujet qui nourrit beaucoup de fantasmes, surtout dans l'actualité récente avec l'engouement assez extraordinaire qu'a connu et que connaît encore ChatGPT. Mais il faut savoir que ça fait quand même de nombreuses années que des systèmes d'intelligence artificielle existent et sont utilisés dans la vie économique. Et c'est en raison du développement qui n'a pas attendu ChatGPT que les institutions européennes ont estimé que le potentiel de développement économique et également les risques qui étaient liés à ce type de technologie et d'outils nécessitait de réglementer au niveau européen. Et donc, dès le printemps 2021, la Commission européenne a publié une proposition de règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est important à relever, c'est qu'il s'agit d'une proposition de règlement. Alors, si c'est un règlement, ça signifie que, une fois adopté, le texte est immédiatement applicable dans toute l'Union européenne. Donc, c'est le même texte partout, un peu comme le RGPD. Que vous connaissez certainement. Et donc, le gros avantage de cette technique législative, c'est qu'on n'a pas besoin de lois nationales de transposition qui doivent être adoptées X mois après le texte européen. Donc ici, on aura un texte européen qui directement va être applicable à tous les acteurs économiques concernés. Alors ce texte qui a été présenté en 2021, donc il y a bientôt 2 ans, n'est pas encore adopté. Donc c'est un texte qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Dans l'exposé, nous allons nous centrer principalement, vous le verrez dans les slides, ce sera indiqué en bleu dans les slides, nous nous centrerons principalement sur les modifications qui ont été apportées par le Conseil de l'Union européenne. Donc ce sera en bleu dans les slides et vous verrez en rose ou rouge, parce que la couleur n'est pas très claire, dans les slides, les modifications qui sont en discussion dans certains comités du Parlement européen. Donc il faut savoir que la matière de l'IA touche potentiellement une grande variété d'activités. Or, dans le Parlement européen, il y a différents sous-comités qui traitent des différentes questions et donc différents sous-comités, plusieurs d'entre eux, sont concernés par la matière de l'IA. Et donc chacun doit un peu remettre son avis, défendre sa position et puis au sein du Parlement, ils doivent arriver à un compromis, à une solution, une position commune. Et puis après, cette position commune est discutée, négociée avec le Conseil dans le but d'arriver à un texte sur lequel tout le monde s'accorde et une fois que tout le monde s'est accordé, le règlement sera adopté et donc pourra entrer en vigueur. Alors ce règlement, selon le législateur européen, l'intelligence artificielle, pourquoi un règlement? L'intelligence artificielle offre un grand potentiel économique. Elle permet des gains d'efficacité, elle permet de créer aussi de nouvelles activités, de faire des choses qui nécessitaient parfois de très importantes ressources de manière beaucoup plus efficace et simplifiée. Mais d'un autre côté, il y a pas mal aussi de risques au niveau social parce que l'IA a un potentiel qui lui permet d'exploiter des grands volumes de données, qui permet aussi et qui induit également la collecte de grands volumes de données, parfois personnelles. Et donc, dans certains cas, ça peut créer des risques démocratiques.
et des risques sociaux. On a aussi le cas de technologies qui en elles-mêmes ne sont pas dangereuses, mais qui, utilisées dans certains contextes ou pour certains buts, peuvent présenter des risques, voire être carrément inacceptables d'un point de vue social ou démocratique. Et donc, c'est un petit peu pour trouver un équilibre entre, d'une part, ce potentiel économique considérable que tout le monde reconnaît à l'IA et ces risques sociaux, démocratiques, que c'est pour trouver un équilibre entre les deux que le législateur européen est venu avec cette proposition de règlement. L'idée, c'est de créer un cadre juridique pour instaurer la confiance autour de la technologie de l'IA. La confiance, évidemment, reposant sur le respect de certains principes qui sont édictés dans le texte. Alors, quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui? Donc, on va se centrer sur 4 questions. Première question, comment identifier les contraintes qui sont applicables à mon entreprise, à mon activité? Donc, on va ici vous aider à naviguer dans la logique de la proposition de règlement. Donc, évidemment, ce qu'on vous expose ici, c'est sur base d'un texte qui pourrait encore être appelé à être modifié, puisque les négociations dans le processus parlementaire sont encore en cours. Mais les modifications devraient logiquement être assez marginales parce qu'il semble qu'il y ait quand même un consensus sur les éléments principaux du texte. Mais soyez quand même vigilants que ce qu'on vous expose ici, ce n'est pas encore malheureusement sur base du texte définitif. Donc, comment identifier les contraintes qui sont applicables? Deuxièmement, quelles sont les obligations lorsque je suis fournisseur de la solution IA? Ensuite, quelles sont les obligations lorsque je suis un utilisateur de cette solution IA? Et enfin, comment anticiper le règlement IA et son entrée en vigueur dans mes contrats et partenariats? Donc voilà les 4 points que nous allons discuter ce matin et nous espérons que ça vous permettra d'avoir une vue un petit peu plus claire sur l'impact que peut avoir cette proposition de texte sur les activités. Dans les formations illégales, nous avons un exemple, donc ici on en utilisera plus précisément 2. Nous avons généralement un exemple qui nous sert de fil conducteur et qui va illustrer les différentes questions que nous abordons ensuite. Donc le premier exemple, c'est celui d'un logiciel de présélection des candidats en vue d'un recrutement. Et donc nous avons un premier acteur dans ce contexte qui est en fait ici, donc qui est le développeur de la solution IA, qui va mettre la solution sur le marché, donc il va la vendre à un utilisateur, donc à une agence d'intérim, qui elle va l'utiliser dans le cadre de ses activités pour faire une présélection entre différents candidats et parfois évidemment sur cette base-là, malheureusement, exclure certains d'entre eux. Donc ça, c'est le premier exemple avec 3 acteurs, donc 2 acteurs actifs et une autre catégorie d'acteurs qui sont entre guillemets plus passifs puisqu'on va utiliser l'IA par rapport à des demandes qu'ils font pour entrer dans l'agence d'intérim. Alors, deuxième exemple que nous utiliserons comme fil conducteur, c'est l'exemple d'une entreprise qui développe un chatbot, donc ici à nouveau le développeur, qui va le mettre sur le marché. Donc un chatbot qui sert à gérer les processus de vente en ligne et une entreprise pour son site internet de vente en ligne, ici va reprendre, intégrer ce chatbot dans son site et le site va être utilisé pour interagir avec les visiteurs du site, les clients de cette entreprise. Donc voilà les 2 exemples qui vont servir de fil conducteur et je cède maintenant la parole à Chloé Antoine qui va maintenant aborder avec vous la première question.
Bonjour, dans la première partie de cet exposé, on va vous offrir un aperçu des différents types d'IA et des acteurs qui sont couverts par la proposition de règlement, afin de vous permettre de déterminer si oui ou non vous entrez dans le champ d'application de ce règlement, et donc si les contraintes du règlement vous sont applicables. Alors tout d'abord, un système d'IA est défini par le règlement comme un logiciel ou plutôt comme un système, comme le propose le Conseil dans son orientation générale du 6 décembre dernier, qui est développé au moyen d'une ou plusieurs des techniques et approches qui sont énumérées à l'annexe 1, à savoir premièrement le machine learning. Donc pour vous donner un exemple concret, on peut retrouver dans cette catégorie ChatGPT ou DeepL. Deuxièmement, les approches fondées sur la logique et les connaissances, par exemple un système expert. Et troisièmement, les approches statistiques, les estimations bayésiennes, les méthodes de recherche et d'optimisation. Alors, il faut savoir que concernant cette troisième catégorie, le Conseil a décidé de la supprimer pour l'inclure dans les approches de machine learning, en précisant que le machine learning comprend par exemple l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement, qui utilise différentes méthodes, dont les approches statistiques et les méthodes de recherche et d'optimisation. Donc le but étant ici de distinguer les systèmes d'IA des logiciels qui seraient un peu plus classiques, entre guillemets, et donc de ne pas faire rentrer ces logiciels dans la définition du système d'IA s'il n'y a pas une approche de machine learning qui est incluse. Et donc, ces systèmes doivent pouvoir générer des résultats tels que des contenus, prédictions, etc. Concernant les systèmes d'IA, le Conseil a ajouté une précision importante qui conduit à distinguer d'une part les systèmes d'IA à usage général et d'autre part les systèmes d'IA à destination spécifique. Alors, le Conseil définit un système d'IA à usage général comme un système qui est destiné par le fournisseur à exécuter des fonctions d'application générale. Par exemple, la reconnaissance d'images, la détection de formes, la réponse à des questions ou encore la traduction. Et ces systèmes d'IA à usage général peuvent être utilisés dans une pluralité de contextes et être intégrés dans une pluralité d'autres systèmes d'IA. Alors, la notion d'usage général s'oppose, comme on l'a dit, à celle de destination spécifique qui vise l'utilisation à laquelle un système d'IA est destiné par le fournisseur. Comme ma collègue Anne-Valentine vous l'expliquera dans les deuxième et troisième parties de cet exposé, les systèmes d'IA à usage général se voient appliquer un régime particulier qui est moins strict que celui appliqué aux systèmes d'IA à destination spécifique. Le Conseil a également, dans son dernier texte, ajouté une précision importante qui concerne les systèmes d'IA qui sont exclus du champ d'application du règlement, à savoir, premièrement, les activités qui ne tombent pas sous le champ d'application du droit de l'Union, comme le domaine militaire, le domaine de la défense ou encore de la sécurité nationale. Deuxièmement, les systèmes d'IA qui sont développés spécifiquement et mis en service uniquement à des fins de recherche et de développement scientifique. Et troisièmement, les activités de recherche et de développement concernant les systèmes d'IA. La logique adoptée par le règlement est une logique qui est fondée sur le risque, c'est-à-dire que différents régimes sont prévus selon le risque que représente le système d'IA en question. En premier lieu, on a une catégorie qui reprend les systèmes d'IA à risque inacceptable. On retrouve par exemple dans cette catégorie les systèmes d'IA qui viennent exploiter les vulnérabilités d'un groupe spécifique de personnes, par exemple en raison de leur âge. Les systèmes d'IA qui viennent établir une notation sociale des personnes physiques, ou encore les systèmes d'identification biométrique qui sont utilisés à des fins répressives. La deuxième catégorie, qui est la catégorie principale, la catégorie centrale du règlement, reprend les systèmes d'IA à haut risque. Et le règlement, en fait, prévoit énormément d'exigences pour ces systèmes d'IA à haut risque. On y reviendra juste après. La troisième catégorie comprend les systèmes d'IA à faible risque, c'est-à-dire les systèmes d'IA qui interagissent avec des humains, comme les chatbots, les systèmes de reconnaissance des émotions, les systèmes de catégorisation biométrique et enfin les deepfakes.
La quatrième et dernière catégorie reprend les systèmes d'IA à risque minimal. Il s'agit en fait d'une catégorie résiduelle, donc une catégorie qui reprend tous les systèmes d'IA qui ne sont pas repris dans les 3 catégories que je viens de citer. Et on peut y retrouver par exemple les filtres anti-spam ou les jeux vidéo qui sont basés sur l'IA. Revenons maintenant au système d'IA à haut risque. Ici, ils sont divisés par la proposition de règlement en 2 catégories à nouveau. La première catégorie comprend les composants de sécurité de produits ou les produits eux-mêmes qui sont soumis à une évaluation de la conformité par un tiers sur base d'une législation du droit de l'Union qui est listée à l'annexe 2 du règlement. Par exemple, les dispositifs médicaux, les véhicules à moteur ou encore les machines. Et la deuxième catégorie comprend les systèmes d'IA qui relèvent de certains domaines qui sont considérés comme à risque et ils sont listés à l'annexe 3. Donc, on y retrouve par exemple les systèmes d'identification biométrique à distance, les systèmes de recrutement ou de sélection, les systèmes d'évaluation de la solvabilité, les systèmes d'évaluation du risque individuel et qui permettent la tarification en matière d'assurance vie et d'assurance maladie, ou encore des systèmes d'IA qui sont utilisés par les autorités publiques pour octroyer ou récupérer des prestations d'aide sociale. À nouveau, le Conseil, dans son dernier texte, vient ajouter une exception assez importante à la catégorie des systèmes d'IA qui sont repris à l'annexe 3, puisqu'il précise que si le système d'IA en question produit un résultat qui est purement accessoire par rapport à l'action ou la décision à prendre et que ce résultat n'est dès lors pas susceptible d'entraîner un risque significatif, soit pour la santé, la sécurité ou pour les droits fondamentaux, alors il ne devra pas être considéré comme un système d'IA à haut risque et donc les exigences pertinentes ne seront pas applicables à ce système d'IA. Et on n'a pas encore d'idée des systèmes d'IA qui seront repris dans cette exception, mais la Commission européenne est chargée d'adopter un axe d'exécution qui listera ces systèmes d'IA au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur du règlement. Passons maintenant aux acteurs concernés par le règlement sur l'IA, pardon. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a différents acteurs qui sont concernés et qui sont repris dans le règlement sur l'IA. Mais 2 de ces acteurs sont vraiment centraux dans le règlement sur l'IA. Il s'agit d'une part du fournisseur et d'autre part de l'utilisateur. Tout à l'heure, dans la présentation, Anne-Valentine détaillera les obligations qui sont applicables à l'un comme à l'autre de ces acteurs. Alors, d'une part, le fournisseur est celui qui développe ou fait développer un système d'IA en vue de le mettre sur le marché ou de le mettre en service sous son propre nom ou sa propre marque. Et d'autre part, l'utilisateur, c'est celui qui vient utiliser sous sa propre autorité un système d'IA. Le Conseil, à nouveau, ajoute une précision importante selon laquelle l'utilisateur, s'il s'agit d'une personne physique qui vient utiliser le système d'IA dans le cadre d'une activité personnelle et donc non professionnelle, se verra appliquer le règlement seulement en ce qui concerne l'article 52, c'est-à-dire l'article qui énumère les obligations pour les systèmes d'IA à faible risque. Donc, pour, par exemple, un chatbot. Il y a lieu de noter également que tous ces acteurs, hormis le fournisseur évidemment, peuvent être requalifiés en fournisseurs et donc se voir appliquer les obligations plus strictes qui sont applicables aux fournisseurs dans certains cas que Anne-Valentine énumérera tout à l'heure. Enfin, sur base des précisions quant au champ d'application du règlement sur l'IA que je viens d'exposer, on peut appliquer les différentes notions du règlement à nos 2 fils conducteurs. En ce qui concerne le premier fil conducteur, le logiciel de présélection des candidats, l'entreprise A pourrait être considérée comme fournisseur puisqu'elle met en service ou sur le marché un logiciel de présélection des candidats qui est considéré comme un système d'IA à haut risque sur base de l'annexe 3 du règlement. Et l'agence d'intérim qui va utiliser ce système d'IA pour sélectionner ses candidats va être considérée comme utilisateur.
En ce qui concerne l'exemple du chatbot, à nouveau, l'entreprise A ici va être considérée comme fournisseur puisqu'elle met sur le marché ou en service un système d'IA à faible risque. À faible risque, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une des 4 catégories d'IA à faible risque, à savoir un système qui interagit avec des humains. Et l'entreprise B va être considérée comme utilisateur parce qu'elle va utiliser le système d'IA à faible risque qui est le chatbot sur son site de vente en ligne pour que les visiteurs puissent interagir avec ce chatbot sur son site. On va maintenant entamer la deuxième partie de cet exposé. Et donc, je vais laisser Anne-Valentine vous parler des obligations applicables aux fournisseurs d'une solution IA. Bonjour à tous. Après avoir donc introduit les principales notions de ce règlement IA, j'aborderai donc les obligations du fournisseur de solutions IA qui est considéré comme le principal acteur de ce règlement. Alors, au niveau des obligations, il y a des obligations qui s'imposeront aux fournisseurs avant la mise sur le marché ou la mise en service du système IA. Parmi ces obligations, il y a d'abord la mise en conformité avec les exigences des systèmes IA. Alors, le chapitre 2 du règlement spécifie différentes exigences. Parmi ces exigences, on a notamment l'établissement d'un système de gestion des risques, c'est-à-dire qu'il faut que le fournisseur garantisse bien que des mesures de gestion des risques soient prises. On a aussi des obligations par rapport aux données et à la gouvernance des données. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les jeux de données qui seront utilisés dans ce système IA soient assujettis à des pratiques en matière de gouvernance. Il y a la mise en place de la documentation technique. Il y a aussi des exigences donc, dans ce chapitre 2 par rapport au système IA. Le système IA, des exigences de transparence et d'information. Et donc, pour le fournisseur, ce sera notamment la rédaction d'une notice d'utilisation de ce système. Et enfin, il y a aussi l'exigence d'avoir un certain contrôle humain, que des personnes physiques puissent exercer le contrôle sur ce système. Et la dernière exigence de ce chapitre 2, donc propre au système IA, c'est des exigences en matière d'exactitude, de cybersécurité. C'est notamment, est-ce que mon système IA va résister à une potentielle, par exemple, cyberattaque, sujet qui est hautement d'actualité de nos jours. Alors, après cette première obligation, le Conseil a notamment ajouté une obligation qui n'est pas présente dans le règlement initial. C'est le fournisseur doit, sur le produit qu'il met en service ou sur le marché, doit indiquer ses coordonnées et une adresse de contact pour que l'utilisateur notamment puisse le contacter, par exemple, en cas de problème. Alors, la troisième obligation, c'est la mise en place d'un système de gestion de la qualité. C'est-à-dire qu'il va falloir documenter par la mise en place de politiques, de procédures ou d'instructions écrites, comment on va assurer la qualité de ce système. Et un exemple parmi ces procédures, c'est par exemple quelle est la procédure en place pour examiner, tester et valider le système IA et qu'est-ce qui a été mis en place pour réaliser ces tests. Alors évidemment, ce système de gestion de la qualité devra être évidemment proportionnel à la taille de l'organisation. Je l'ai déjà abordé brièvement, donc il y a une nécessité de documenter l'ensemble de ce système IA, notamment par la rédaction d'une notice d'utilisation. Ensuite, une autre obligation, c'est la procédure d'évaluation de la conformité. Alors, je la décrirai brièvement à la slide suivante. Il y a aussi une obligation d'enregistrement pour le fournisseur. Donc, en fait, il y a une base de données européenne qui sera créée. Et donc, tout fournisseur de système IA devra s'y inscrire. Il y a aussi c'est déjà des exigences qui s'appliquent à de nombreux produits mis en service et mis sur le marché de l'Union européenne. C'est une obligation de déclarer sa conformité donc, par rapport à certaines exigences et donc ensuite d'apposer un marquage de conformité CE sur le système IA.
Et alors, pour les fournisseurs qui n'auraient pas d'établissement ou ne seraient pas physiquement présents sur le territoire de l'Union européenne, eh bien, en plus de leurs obligations, ils doivent désigner un mandataire qui lui aussi aura certaines obligations. Malheureusement, dans le cadre de cette présentation, nous n'aurons pas l'occasion d'entrer dans les détails de ce rôle-là, mais voilà, s'il il n'a pas d'établissement sur le territoire de l'Union, il y a cette obligation de désigner aussi un mandataire. Alors, il y a la mise sur le marché. Eh bien, après cette mise sur le marché, il y a également des obligations qui s'imposent aux fournisseurs, notamment le fait d'assurer la tenue de journaux qui sont générés automatiquement par le système d'IA. La nécessité aussi d'adopter des mesures correctives en cas de non-conformité du système IA et ce devoir d'information aussi bien des autres acteurs de la chaîne, on va dire, de la chaîne, puisqu'il y a d'autres rôles, comme on l'a vu, le distributeur, l'utilisateur, par exemple, et aussi informer les autorités nationales compétentes en cas de non-conformité. Il y a une nécessité donc aussi de coopérer avec les autorités nationales compétentes, c'est-à-dire que si il y a une demande d'information dans leur chef concernant, par exemple, la documentation que le fournisseur a sur son système IA, il y a une obligation de coopérer avec ces autorités. Et alors, il y a aussi une obligation de surveillance après la commercialisation et la nécessité d'établir un plan de surveillance de ce système IA après sa commercialisation sur le marché européen. La dernière obligation abordée aussi, c'est la notification des incidents graves et des dysfonctionnements aux autorités compétentes pour éviter évidemment qu'il y ait une mauvaise utilisation du système. Alors, la procédure d'évaluation de la conformité, eh bien, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer le système de gestion de la qualité et notamment la documentation technique que le fournisseur produira. Alors, il y a deux types de procédures et cette procédure dépendra du système d'IA à haut risque et également de la présence ou non, de l'application ou non de normes harmonisées ou de spécifications techniques. Alors, soit elle sera fondée sur le contrôle interne. Alors, il y a une description, on n'entrera pas dans les détails aujourd'hui, mais à l'annexe 6, où on dit quelles sont les obligations que le fournisseur doit suivre pour assurer ce contrôle interne. Ou alors, l'autre possibilité, c'est avec l'intervention d'un organisme notifié ces organismes devront également être désignés à la suite de l'entrée en vigueur du règlement. Et donc, suite à cette évaluation, eh bien, le fournisseur obtiendra une déclaration UE de conformité. Alors, dans le règlement initial, il est précisé qu'en cas de modification substantielle du règlement IA, eh bien, il y aura une nécessité pour le fournisseur de suivre à nouveau cette procédure de conformité, d'obtenir une nouvelle déclaration. Toutefois, dans donc, l'approche générale du Conseil de décembre dernier, cet aspect-là a été supprimé. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi des obligations pour les systèmes d'IA à faible risque, comme ma collègue Chloé l'a précisé. Donc, il y avait donc ces systèmes qui existaient aussi. Alors, cette obligation-là, pour les fournisseurs de ces systèmes-là, eh bien, c'est simplement d'informer l'ensemble des personnes physiques qui seraient amenées à interagir avec ce type de système d'IA pour qu'elles puissent savoir, évidemment, eh bien, que c'est le produit d'un système IA et non le produit d'un humain, par exemple. Alors, il faut savoir aussi qu'il existe des exceptions aux obligations donc incombant aux fournisseurs, donc, listées à l'article 16. C'est dans l'hypothèse où on a des systèmes d'IA à haut risque qui seraient liés en fait à des produits couverts par les actes législatifs de l'Union, énumérés donc à l'annexe 2. Section B. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il n'y a que deux dispositions du règlement qui s'appliquent à ces systèmes d'IA. C'est l'article 53 et l'article 84. Alors, suite à l'introduction de la notion d'IA à usage général par le Conseil, eh bien, une nouvelle liste d'obligations a été précisée. Alors, la plupart des obligations sont similaires. Alors, concernant notamment la conformité aux exigences du chapitre 2, alors pour l'instant, il y a simplement un renvoi à ces exigences. Toutefois, il est précisé que normalement, la Commission devra adopter des actes d'exécution et adapter en fait ces exigences au système d'IA à usage général en tenant compte évidemment par exemple de leurs caractéristiques
de leurs spécificités ou aussi des évolutions aussi de la technologie. Alors, il y a une obligation notamment qui diffère par rapport aux obligations citées préalablement. C'est notamment l'obligation de coopération entre les fournisseurs. Et alors, par rapport aux obligations précédentes, le devoir d'information des autres acteurs et les autorités nationales compétentes ici n'est pas prévu. Et la procédure de notification des incidents graves et des dysfonctionnements, ainsi que le système de gestion de qualité, n'est également pas applicable, en tout cas pour l'instant, l'état actuel de la proposition. Alors, il y a néanmoins toujours des exceptions à l'article 4 ter, donc aux obligations citées ici pour les obligations pour les systèmes d'IA à usage général, c'est que le fournisseur sera exempté de ces obligations s'il a expressément exclu toute utilisation à haut risque dans sa notice d'utilisation. Donc, il ne sera, dans cette hypothèse-là, il ne sera pas soumis aux obligations citées dans la slide précédente. Alors, après avoir abordé les obligations incombant aux fournisseurs, j'aborderai les obligations incombant à l'utilisateur d'une solution IA. Alors, elles sont précisées à l'article 29 du règlement initial. Alors, la première obligation, c'est l'utilisation des systèmes d'IA conformément aux notices d'utilisation. Donc, c'est comme tout produit a sa notice d'utilisation et donc il faut l'utiliser conformément évidemment à ce qui est prescrit. Il y a aussi la nécessité de garder une certaine pertinence par rapport aux données d'entrée. Par rapport aussi à la surveillance du fonctionnement du système d'IA, eh bien, l'utilisateur joue également un rôle puisqu'il doit surveiller ce système et en cas de risque, lorsqu'il constate un risque ou un incident grave, il a vraiment cette obligation d'informer le fournisseur, le distributeur, donc l'acteur potentiellement concerné, et en fonction de cela, le système serait suspendu ou interrompu. Alors, il faut savoir aussi qu'il a cette obligation d'assurer la tenue des journaux générés donc, par le système d'IA. Et alors, dans l'hypothèse où l'utilisateur serait amené pour pouvoir utiliser ce système IA à devoir réaliser une analyse d'impact conformément au règlement général à la protection des données, eh bien, on considère qu'il doit utiliser les informations pour réaliser cette analyse d'impact qui se trouve dans la notice d'utilisation. Alors, par rapport au règlement initial, on a différentes obligations qui ont été ajoutées par l'approche générale du Conseil. Le Conseil met en exergue la nécessité d'avoir toujours un contrôle humain possible, qui sera confié évidemment à des personnes physiques. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mis sur le marché, il faut aussi, et même l'utilisateur doit pouvoir reprendre la main, on va dire, sur le système IA. Alors, si l'utilisateur est une autorité publique ou un organisme public, cet utilisateur devra de nouveau s'enregistrer. Donc, il y aura cette base de données au niveau européen. Donc, aussi bien le système d'IA doit être enregistré, mais le fournisseur et l'utilisateur quand il s'agit ici d'un organisme public. Attention qu'il y a une exception pour toute organisation en lien avec le domaine de l'immigration. Et alors, il y a une obligation pour l'utilisateur de coopérer avec les autorités nationales compétentes. Alors, l'utilisateur, et ça, ma collègue l'a précédemment aussi développé, mais petit rappel, ces obligations ne seront évidemment pas applicables à un utilisateur qui utilise ce système dans le cadre de son activité finalement personnelle, privée, non professionnelle. Alors, il y a aussi des obligations de transparence pour un utilisateur de systèmes IA à faible risque. Alors, ces systèmes, ils ont été énoncés par Chloé. Eh bien, en fait, de nouveau, c'est une obligation en fait d'informer les personnes qu'elles sont en train d'utiliser un système d'IA à faible risque. Alors, par rapport aux différents acteurs qui existent, il faut souligner que, quelle que soit la qualification, dans certaines possibilités et dans certaines circonstances, eh bien, l'importateur, l'utilisateur ou le mandataire ou le fabricant de produit pourrait être qualifié de fournisseur. Alors,
la première possibilité, c'est en cas de mise sur le marché, une mise en service du système IA sous son propre nom ou sa propre marque. Alors, dans le règlement initial, on avait aussi le cas de la modification de la destination. Toutefois, cet aspect-là a été supprimé par le Conseil. Et la troisième possibilité qui se trouvait dans le règlement initial, c'est en cas de modification substantielle du système IA. Alors, le Conseil, lui, a ajouté deux catégories. La modification de la destination d'un système d'IA qui devient ainsi à haut risque alors qu'il ne l'était pas, pardon. Et la quatrième catégorie, c'est la mise sur le marché d'un système d'IA à usage général en tant que système d'IA à haut risque. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, l'importateur sera requalifié en fournisseur et donc l'ensemble des obligations qui incombent au fournisseur lui seront applicables. J'ai clôturé donc cette troisième partie concernant les obligations et donc je vais céder la parole à ma collègue Chloé pour la dernière partie de cet exposé. Je vous remercie. On va donc entamer la dernière partie de cet exposé qui traite des clauses que l'on vous recommande de prévoir dans les contrats portant sur un système d'IA à haut risque. Il s'agit ici d'exemples de clauses, sans préjudice, bien entendu, d'autres clauses qui pourraient être prévues en plus de celle-ci. Alors, tout d'abord, le fournisseur, dans sa relation avec un sous-traitant qui serait par exemple le développeur du système d'IA, parce que pour rappel, le fournisseur ne doit pas nécessairement être le développeur du système d'IA parce qu'il peut déléguer cette tâche à un sous-traitant. Le critère important pour être fournisseur, c'est de mettre en service ou sur le marché le système d'IA sous son nom ou sa propre marque. Donc ici, dans sa relation avec le sous-traitant, il devrait par exemple prévoir une clause de réception, donc c'est-à-dire de validation du système d'IA, une clause prévoyant de mettre en place une notice d'utilisation, ainsi qu'un système de gestion de la qualité et une documentation technique, puisque ce sont des obligations qui incombent aux fournisseurs, une clause de garantie, une clause de coopération à la procédure d'évaluation de la conformité dont Anne-Valentine vous a parlé juste avant, une clause classique, on va dire, de maintenance, et enfin une clause de coopération en cas de demande d'une autorité compétente. D'autre part, le fournisseur, dans sa relation avec l'utilisateur, devrait prévoir d'autres clauses selon les obligations qui incombent à l'utilisateur en vertu du règlement. Premièrement, une clause prévoyant que l'utilisateur doit utiliser le système d'IA de manière conforme à la notice d'utilisation. Une autre clause prévoyant que les données d'entrée doivent être pertinentes par rapport à la destination du système d'IA en question et l'obligation de documenter cette pertinence des données d'entrée. Une clause de reporting pour les problèmes d'utilisation. Une clause de suspension d'utilisation en cas de risque, d'incident et de dysfonctionnement grave, et également d'information du fournisseur dans ce cas-là. Une clause imposant la tenue et la conservation de logs dans le cas où le système d'IA est sous le contrôle de l'utilisateur. Et enfin, une clause à nouveau de coopération en cas de demande d'une autorité. L'utilisateur, quant à lui, dans sa relation avec le fournisseur, devrait également prévoir différentes clauses. Je ne vais pas toutes les aborder dans la mesure où certaines de celles-ci sont déjà prévues dans la relation entre le fournisseur et le développeur. Mais en plus de celle-là, on retrouve une clause imposant la position du marquage CE sur le système d'IA, également la preuve d'enregistrement dans la base de données de l'UE. Ensuite, une clause prévoyant l'obligation de communiquer une notice d'utilisation, une clause imposant la tenue et la conservation de logs, mais cette fois si le système d'IA est sous le contrôle du fournisseur. Et enfin, une clause qui prévoit les modalités d'information de l'utilisateur, des autorités et de l'organisme notifié en cas de non-conformité du système d'IA. Donc, ce serait par exemple une clause qui indiquerait qu'en cas de non-conformité, le fournisseur doit informer l'utilisateur et les autorités dans un certain délai et par écrit.
Prévoir ce genre de clause dans vos contrats est d'autant plus important que les sanctions prévues par le règlement sur l'IA sont particulièrement sévères. Alors, de manière générale, ces sanctions seront déterminées par les États membres de l'Union européenne, mais en tout cas, parmi ces sanctions, on retrouvera des amendes administratives. On peut distinguer 3 catégories d'infractions et donc 3 catégories de sanctions. La première catégorie consiste en le non-respect de l'interdiction des systèmes d'IA à risque inacceptable, qui était tout au-dessus de la pyramide que j'ai abordée tout à l'heure, ou des exigences en matière de qualité et de gouvernance des données. Et donc, en cas d'infraction, une amende administrative allant jusqu'à 30 millions d'euros ou pour une entreprise jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires pourrait être appliquée, étant entendu que c'est le montant le plus élevé qui est retenu. La deuxième catégorie vise les infractions à toute exigence ou obligation du règlement, auquel cas une amende allant jusqu'à 20 millions d'euros peut être prononcée, ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. Et en cas, enfin, de fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités en cas de demande, une amende allant jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait être appliquée. Le Conseil, dans son dernier texte, a précisé que les pourcentages seraient réduits pour les PME. Donc, comme vous le voyez à l'écran, pour la première catégorie, ce serait 3% au lieu de 6%, la deuxième 2% au lieu de 4% et la troisième 1% au lieu de 2%. Et dernière précision assez importante également, c'est que le règlement sur l'IA, tout comme le RGPD, prévoit que les États membres peuvent eux-mêmes décider si et dans quelle mesure ils vont imposer des amendes administratives aux autorités et organismes publics. Et donc, pour rappel, dans le RGPD, cette possibilité est également prévue et le législateur belge a décidé de ne pas appliquer ce type d'amende aux autorités publiques. Donc, on verra quel choix il va opérer concernant le règlement sur l'IA. Bien, merci Chloé, Anne-Valentine, pour l'exposé qui était très clair pour un sujet assez technique. Peut-être en guise de conclusion, quelques petites remarques et leçons générales à tirer des éléments qui vous ont été présentés. Donc, on est en train de parler d'un règlement qui, une fois adopté, selon les dispositions, donc sous réserve évidemment de modifications ultérieures, mais en tout cas, sur base des textes actuels, le règlement, une fois adopté, va progressivement s'appliquer dans un délai entre 12 et 24 mois après son entrée en vigueur. Donc, l'entrée en vigueur elle-même étant 20 jours après la publication au journal officiel. Donc, ça signifie que c'est un délai qui est laissé aux opérateurs économiques pour se mettre en ordre, une fois le texte adopté. 12 mois, ça peut paraître beaucoup, mais on l'a expérimenté avec le RGPD. Des délais de mise en conformité, ça peut passer très vite quand on s'y prend un peu tard, et ça peut aussi être trop court. Et donc, attention, comme Anne-Valentine et Chloé vous l'ont très bien expliqué, vous aurez, quel que soit le rôle que vous avez par rapport au système d'IA, donc la qualification juridique de votre rôle, vous aurez une série d'obligations à intégrer dans vos procédures internes, dans vos documents, dans vos contrats. Ces obligations à intégrer vont être plus ou moins larges, plus ou moins contraignantes selon le rôle que vous avez au regard du règlement. Et ce qui est important, c'est qu'une série de ces obligations, vous devez les répercuter à la fois dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire à l'égard de vos fournisseurs, mais également vis-à-vis des personnes qui sont en dessous de vous dans la chaîne de distribution. Donc, si vous avez des distributeurs ou vis-à-vis même des utilisateurs ou des clients finaux, selon les cas, donc en fonction de votre position dans la chaîne d'utilisation de l'outil IA une fois qu'il est sur le marché.
Alors, autre point important, au-delà des contrats, c'est l'aspect procédure interne que j'ai aussi quelque peu évoqué. Comme Anne-Valentine l'a bien expliqué, dans les obligations, vous trouvez celles qui concernent la mise en place de procédures internes de contrôle de qualité. Il y a également des obligations de documentation par rapport aux systèmes qui sont mis en place et à leur suivi une fois que c'est sur le marché. Donc tout ça doit également être intégré dans la chaîne contractuelle pour être certain que les partenaires avec lesquels vous travaillez vont vous permettre de respecter les obligations qui vous sont applicables. Alors tout ça, évidemment, ça ne se met pas en place en quelques semaines. Ça nécessite une discussion approfondie entre les équipes opérationnelles et les équipes juridiques pour identifier précisément quel est le rôle que l'on joue au regard du règlement, à quel endroit dans les processus opérationnels on doit intégrer les contraintes du règlement. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc attention, prudence, il faut anticiper la mise en œuvre du règlement et donc ne pas sans doute attendre son adoption pour déjà peut-être prendre les devants parce que il y a une série de principes qui ne vont plus que probablement pas bouger. Et donc, plus tôt on commence à se mettre en ordre de marche, mieux on sera positionné dans la file d'attente parce que ce qui est important aussi à intégrer dans votre réflexion stratégique, c'est le fait que, comme on l'a expliqué, le règlement sur l'IA est un texte qui est fondé sur la gestion des risques. Ce n'est pas une approche nouvelle dans la réglementation européenne. Vous avez déjà une approche similaire dans tout ce qui est dispositifs médicaux et vous avez également ce type d'approche dans le RGPD. Alors, ce qui est intéressant à noter par rapport à l'opportunité, je pense, d'anticiper le règlement, c'est le fait que viennent dans le processus de validation et de mise sur le marché, viennent jouer un rôle ce qu'on appelle les organismes notifiés, donc ceux qui sont familiers avec la réglementation sur les dispositifs médicaux connaissent bien le rôle de ces organismes. Donc ce sont des organismes qui vont vérifier que vous êtes effectivement conforme dans certains cas. La difficulté pratique est que le nombre de ces organismes sera limité et que donc vous aurez nécessairement, au début en tout cas de la mise en œuvre du règlement, vous aurez à n'en pas douter une file d'attente. Et donc plus tôt vous serez inscrit dans cette file d'attente, dès que les organismes notifiés auront été officiellement agréés, plus tôt vous serez dans cette file d'attente, plus vite vous passerez et plus vite vous pourrez en toute légalité mettre sur le marché votre solution d'IA. Vous pouvez également décider de la mettre sur le marché sans attendre, mais alors vous prenez un risque d'amende, comme Chloé vous l'a expliqué, puisque dans ce cas-là, vous ne serez pas conforme si vous êtes dans un cas, évidemment, où vous devez passer par un organisme notifié. Donc, il y a cet effet entonnoir et file d'attente avec le recours aux organismes notifiés qu'il ne faut pas négliger. Et donc, également pour cette raison-là, il y a un intérêt à anticiper la mise en œuvre du règlement pour être prêt plus vite que les autres et être plus vite dans cette file d'attente. Par exemple, on a vu avec l'adoption du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux, l'effectivité de ce nouveau règlement a été plusieurs fois reportée et vient encore récemment de l'être parce que il y avait des difficultés pratiques par rapport à un nombre insuffisant d'organismes notifiés. Donc, on a un risque d'avoir le même type de difficultés avec le règlement IA et donc, je pense, un intérêt d'un point de vue stratégique pour les entreprises à se positionner rapidement pour la mise en œuvre et préparer toutes les procédures internes nécessaires pour pouvoir rapidement solliciter les organismes notifiés si on est évidemment dans un cas où c'est applicable. Alors, pour vous aider dans ces démarches, au sein du cabinet Lexim, nous avons créé un groupe de travail il y a déjà 2 ans. Donc, dès que la proposition de règlement est sortie, nous avons créé un groupe de travail et nous avons développé en interne
des outils qui permettent d'identifier et de faciliter l'identification par les entreprises des règles, des contraintes du règlement qui leur seront applicables, et nous développons également des outils qui permettent de faciliter cette mise en œuvre avec notamment des clauses types pour certaines problématiques qui sont particulièrement sensibles dans la mise en œuvre du règlement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous posez des questions par rapport au règlement, parce qu'évidemment, on est face à un texte qui présente une certaine complexité, on en est bien conscient. Alors, avant de vous passer la parole pour les questions, juste une petite annonce pour les prochaines formations. Comme vous le voyez sur le slide, vous en avez une en avril sur les difficultés financières du sous-traitant. Donc là, c'est en matière immobilière, donc c'est un légal du département structure. Et ensuite, le 2 juin, comment tirer parti des règlements DSA et DMA. Là, c'est de nouveau Creativity qui vous informera. Donc voilà, merci de votre attention et on est à votre disposition pour toute question. Voilà. Est-ce que vous entendez, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, d'abord, un grand merci pour cette présentation que j'ai trouvée complète, claire, instructive. Et je suis, quant à moi, avocat à Paris et je travaille beaucoup sur les systèmes de sécurité. Et actuellement, le débat sur les systèmes de sécurité, c'est les Jeux olympiques. Et dans les Jeux olympiques, notre débat, c'est les caméras augmentées qui permettent d'analyser un certain nombre de choses, un colis abandonné, etc. Il n'y a pas du tout de système biométrique. Et dans votre présentation, vous avez exclu les systèmes de sécurité nationale. Et du coup, je me suis demandé si ces systèmes de caméras augmentées, qui peuvent être soit dans un stade, soit sur la voie publique, relevaient de la sécurité nationale ou pas. Sachant que dans la proposition de loi sur les JO qui est actuellement en discussion, on retrouve le législateur français a déjà adopté toutes les contraintes exigées par les IA au risque. Après, c'est peut-être une colle et si je voulais poser, c'est bien involontaire. Oui, merci pour la colle, c'est pas une question évidente. Donc je ne sais pas, Anne-Valentine ou Chloé, si vous souhaitez intervenir, sinon je vais tenter de répondre comme ça au vol. Ou on peut rester en contact après la conférence sur ce point. Si Oui. vous avez un peu de temps là-dessus, c'est peut-être plus simple. Il y a plusieurs remarques, hein, donc je vais me lancer, mais j'ai pas le texte ouvert devant moi. Et donc il y a plusieurs réflexions par rapport à ça. Donc dans la logique du règlement, vous avez donc une qualification à haut risque qui repose principalement sur la finalité d'utilisation plutôt que sur la technique elle-même. Donc les systèmes de reconnaissance, c'est plutôt des IA à destination générale. Et donc la question de qui doit se conformer à quelles obligations dans votre cas pratique se pose, parce que celui qui développe des systèmes de reconnaissance d'objets via des images caméra, ça devrait a priori, si je ne me trompe pas, ça devrait plutôt rentrer dans les IA de type général, donc avec moins de contraintes. Par contre, quand vous décidez de l'utiliser dans un contexte particulier, notamment de sécurité, si c'est de reconnaissance des personnes, dans certains cas, vous pourriez tomber dans une des finalités d'utilisation de l'annexe, d'une des annexes, en particulier l'annexe 3, qui pourrait alors, dans ce cas-là, déclencher la qualification d'IA à haut risque. Et donc, dans ce cas-là, les obligations viendraient sur l'entité qui décide alors de mettre sur le marché pour une finalité particulière le système. Donc, je pense que dans votre cas, s'il n'y a pas de mise sur le marché, c'est juste les autorités qui prennent des systèmes à but général pour les utiliser. Oh là, il y a un écho.
Oui, donc si c'est par rapport au fournisseur de cette solution générale, je pense que lui, à mon avis, devrait rester dans un cas avec des contraintes plus limitées. Et c'est plus alors les autorités, dans le cadre de leur mise en œuvre, qui vont devoir respecter une série de choses. Et d'autre part, il y a aussi le RGPD, évidemment, qui va s'ajouter. Donc le fait qu'il y ait les règles sur l'IA qui s'appliquent n'exclut pas le RGPD. Donc les contraintes vont se combiner. Je ne sais pas si Anne-Valentine, Chloé, si j'ai dit une bêtise ou si j'ai oublié quelque chose d'important. Bon, en tout cas, un grand merci de votre réponse parce que la question est très complexe et je pense qu'on peut en parler pendant des heures. Et puis, Oui, bien sûr. je suis obligé de vous quitter maintenant, mais je vous réitère vraiment mes remerciements pour cette heure passée qui a été vraiment très instructive. Voilà. Merci. Bonne fin de réunion. Je vois qu'il y a une autre question, Monsieur O'Haro. Oui, bonjour, et je vous remercie également, comme l'a fait la personne qui vient de s'exprimer, pour cette présentation très précise du cadre juridique qui pourrait s'appliquer en cas de recours à l'IA. Ma question est celle-ci. Je voulais juste bien saisir si tous les acteurs économiques qui auraient comme cible client le marché européen seraient donc contraints par cette législation, c'est-à-dire est-ce que tout acteur économique hors européen devra se conformer à cette législation donc européenne? Donc la réponse est oui. On n'a pas de slide dans une autre présentation, on a des slides sur le champ d'application. On ne les a pas ici dans la présentation d'aujourd'hui parce qu'on trouvait que c'était un sujet un peu trop technique pour l'objet de la présentation de ce matin. Mais effectivement, la logique est que ce qui compte, c'est l'utilisation de la solution IA sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, un opérateur hors UE qui soit distribuerait sa solution IA sur le marché de l'UE, soit même l'utiliserait en dehors de l'UE, mais les résultats, donc imaginons que vous ayez un système de prédiction qui donne des résultats particuliers, vous faites tourner votre système complètement en dehors de l'UE, mais les résultats qui sont produits par le système de prédiction sont après utilisés par un opérateur dans l'UE. Eh bien, le simple fait d'utiliser les résultats dans l'UE va également rendre applicable le règlement. Donc, on a voulu, et ça me paraît effectivement tout à fait approprié et nécessaire, on a voulu, dans le chef des autorités législatives européennes, éviter évidemment le tourisme ou en tout cas le fait de s'établir en dehors de l'UE pour tenter de contourner la législation. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette confirmation. Je ne sais plus quel article c'est du règlement. Je ne sais plus. C'est l'article 2, champ d'application. Voilà, ok. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, je pense. Si vous n'avez plus d'autres questions, il me reste à vous remercier, à remercier encore une fois Anne-Valentine et Chloé pour leur excellente présentation et au plaisir de vous revoir dans un prochain IRLégal. Bonne journée et bon week-end déjà.